over, white horses, they will take me away, and the tenderness I feel will send the dark underneath. Will I follow? White horses, they will take me away, and the tenderness I feel will send the dark underneath. Will I follow? En décembre 2007, le GIEC, le groupe de scientifiques chargé par l'ONU de l'étude du réchauffement de la Terre, a obtenu le prix Nobel de la paix. Ses prévisions pour l'avenir de notre planète sont inquiétantes. La situation, elle est dramatique à beaucoup de niveaux différents. Elle est dramatique, on le sait, c'est maintenant bien médiatisé, pour ce qui concerne le changement climatique, le dérèglement climatique qui ne fait plus question et dont l'origine anthropique, c'est-à-dire humaine, est actée. Elle est aussi dramatique, et là je peux peut-être faire un point scientifique, du point de vue de l'utilisation exponentiellement croissante des ressources dans un monde de taille finie. Cela n'est pas possible. Cela n'est pas durablement possible. En physique, dans mon domaine, on appelle cela une instabilité. Et un système instable, c'est un système qui va crasher automatiquement. Nous sommes donc en train de mettre en œuvre le crash du système planète Terre, ce qui est un peu contrariant. La situation est au moins aussi dramatique, on en parle moins en ce moment, du point de vue de la pollution, de l'eau, de l'air, des sols, et je dirais que les effets sur la biodiversité sont comparables, voire supérieurs à ceux du réchauffement climatique. Et enfin, la situation est dramatique et on en parle beaucoup moins en ce moment, alors que c'est tout aussi grave, de par l'étiolement, disons l'atrophie, si vous voulez, des espaces de vie. Les animaux n'ont simplement plus de lieu pour vivre, et par conséquent, ils meurent. Alors évidemment, ceci pose un certain nombre de questions et je voudrais juste donner un exemple parmi une centaine d'autres qu'on pourrait trouver, des conséquences que cela aura juste sur l'humanité. On fait en ce moment face à une crise en Europe, une crise majeure, avec cet afflux de réfugiés. Or, on sait aujourd'hui, ce sont des chiffres officiels, pas venant d'hurluberlus alarmistes, que nous aurons entre 200 millions et 1 milliard de réfugiés climatiques dans 30 ans. Pas dans 5 siècles, dans 30 ans. Ce que, si tout se passe bien, nous allons vivre quand nos enfants seront dans la force de l'âge. Que voulez-vous qu'il se passe? Ça ne peut pas être autre chose que la guerre. Je veux dire, ce n'est pas ici une sorte de fantasme catastrophiste. C'est une analyse géostratégique élémentaire. Nous sommes donc en train de décider de léguer à nos enfants un monde en guerre. Moi, j'avoue que je n'ai plus peur maintenant de parler de fin du monde. De la possibilité, en tout cas, d'une fin du monde. Oh, bien sûr, en tant qu'astrophysicien, je sais bien que la Terre continuera de tourner autour du Soleil après tout cela. Mais enfin, ce qui fait la spécificité de cette planète, ce qui fait qu'on a envie de se battre pour elle, c'est précisément cette diversité du vivant autour de nous. Alors, on m'objecte parfois que ce n'est pas la fin du monde, ce n'est que la fin de l'humanité. J'ai très souvent cette objection.
Je ne la comprends pas. D'abord parce que la fin de l'humanité n'est heureusement pas encore actée. Ensuite, parce que ça serait quand même pas un détail. Aucune guerre jusqu'à maintenant n'a tué l'humanité et pourtant chacune a été tragique. Et enfin, parce que c'est oublié un peu vite les 7 millions d'espèces animales avec lesquelles nous partageons ce petit îlot d'univers et qui sont stricto sensu dans cette aventure nos otages. La deuxième objection récurrente consiste finalement à dire qu'il est trop tard. Et je ne la comprends pas non plus. Il est évidemment trop tard pour que rien ne se soit passé. Il est évidemment trop tard pour qu'il n'y ait pas des conséquences dramatiques. Il y en aura. Elles sont déjà à l'œuvre. Pour autant, il n'est évidemment pas trop tard pour éviter que ce soit encore pire. On a aujourd'hui des documents étayés, des études scientifiques très sérieuses, qui tentent à montrer que dans un passé très reculé, quand nous étions encore chasseurs-cueilleurs, dès lors qu'une zone du globe était colonisée par les humains, il y avait une extinction massive de la macrofaune. Je veux dire, bien au-delà des simples prélèvements associés à l'alimentation. Donc ça, c'est un peu contrariant, parce que ce qui semble se dessiner ici, c'est un comportement qui est finalement endémique à ce que nous sommes. Ce qui signifie que l'enjeu n'est pas de renouer avec un passé fantasmé qui n'a jamais eu lieu, pendant lequel nous aurions été dans une sorte d'équilibre bienfaisant avec la nature. L'enjeu est d'inventer un devenir radicalement autre. Cet enjeu est immense. Je ne sais pas si nous saurons relever ce défi, mais je crois que nous serions plus coupables encore de ne pas le tenter. Voilà. Il faut que la réception du sérieux change de camp. On ne peut pas continuer à faire comme si la pensée écologiste était l'apanage de quelques doudingues et le dogme d'une croissance immodérée était l'apanage des gens sérieux. C'est exactement l'inverse. Voilà. Il faut que cette idée pénètre la société. Aujourd'hui, prôner une croissance continue revient exactement à dire on est face au gouffre, accélérons. On ne peut pas continuer comme ça. Le deuxième point que nous avons souhaité souligner, c'est que il faut des mesures politiques, concrètes, coercitives, impopulaires, s'opposant à nos libertés individuelles. On ne peut plus faire autrement. Ça, c'est un sujet débattu. Peut-être certains d'entre vous ne seront pas d'accord avec ça, mais ce que je crois fermement, c'est que l'appel à la responsabilité individuelle est nécessaire, mais insuffisant. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'on va à la catastrophe. Les négationnistes sont de plus en plus rares, ils ne sont pas crédibles. Et pourtant, rien ne change. Et donc, nous devons exiger des pouvoirs publics des mesures réelles, c'est-à-dire que les discours, la main sur le cœur, maintenant, n'ont plus aucun intérêt, qui sont concrètes et qui sont impopulaires, parce qu'elles vont forcément s'opposer à un peu de notre confort. Le troisième et dernier point que nous avons voulu souligner, c'est qu'il faut harceler le pouvoir politique pour que l'écologie soit considérée comme une priorité. Ça ne peut plus être une préoccupation de quatrième niveau, comme c'est le cas jusqu'à maintenant. Ça ne peut simplement plus l'être, et ça, je crois que c'est très important que nous martelions la nécessité qu'il en soit ainsi. Dans cet appel, signé par beaucoup de personnalités, nous disons explicitement que plus aucun pouvoir politique qui ne ferait pas de l'écologie sa priorité n'est aujourd'hui crédible. Voilà. Une formation politique, une gouvernance politique qui ne fait pas de la sauvegarde du monde sa priorité est simplement ubuesque. Nous n'en voulons plus, elle n'a plus aucune légitimité. Voilà le message que je crois la société doit maintenant marteler. Et là, je crois que l'enjeu est très clair pour les décideurs. Soit ils sont, parce qu'ils savent aujourd'hui plus que tous leurs prédécesseurs, les pires lâches de l'histoire, et ils auront une responsabilité sans précédent, soit ils sont les premiers héros. Mais pour être les premiers héros, quelques beaux discours et un peu de greenwashing ne va pas suffire. Il faudra se fâcher, il faudra s'opposer au lobby, il faudra prendre des mesures difficiles. C'est très exactement à eux qu'appartient maintenant de prendre cette responsabilité. C'est exactement pour ça que nous avons créé le politique. Le politique sert à ça, à nous sauver de ce type de situation. S'ils ne le font pas, ils ne servent à rien. En conclusion, j'ai vu hier une tribune dans Les Échos. Les Échos, c'est quand même pas exactement un journal anarcho-communiste à tendance écolo, qui expliquait que notre inconséquence écologique était une folie, je cite, et que le comportement actuel de la France qui ne suit pas ses propres engagements est une tartufferie. Je cite toujours, on ne peut plus être tartuffe pour ce qui est de l'avenir du monde. On ne le peut plus. Je crois qu'aujourd'hui, le défi, c'est bien sûr de déconstruire un certain nombre de nos valeurs et de notre acharnement technocratique, mais c'est aussi de repenser ce concept de peuple
au seul sens qui est aujourd'hui véritablement un avenir, c'est celui de la grande tribu des vivants. Merci. Nous sommes en train de léguer à nos enfants une planète plutôt stylée, avec de très belles autoroutes, du pétrole, qui était quand même bien planqué dans le sol, mais on l'a trouvé, et puis des avions, quand même. Voilà, c'est des trucs qui volent. C'est pas les guépards qui auraient inventé un truc pareil. Stopper le changement climatique serait un véritable génocide de la compétitivité internationale. Alors attendez, parce que j'avais un autre truc, c'est plus ce qu'on m'a dit de dire. C'est la faute aux Chinois, voilà, c'est la faute aux Chinois. Alors en tout cas, la réponse et le message que je voudrais adresser à cet intermittent du spectacle dans sa vidéo, c'est qu'il... C'est un astrophysicien. Qui ça? Aurélien Barraud, c'est un astrophysicien. C'est pas un intermittent. Ah ouais? Comme il était pas content et qu'il avait les cheveux longs, je me suis dit que c'était peut-être un intermittent. Non, pas du tout. Ok. Non. Ok. Le message que je souhaite adresser à cet astrophysicien, le message il est très simple. Le message c'est calmos. Hein. Je trouve que cet homme tient des propos de doudingue. À En Marche, l'écologie c'est une véritable passion. On travaille tard pour faire passer des lois comme celle sur les touillettes. Hein. On a bien avancé quand même. Alors continuez à nous faire confiance. Soyez fiers de votre président. Ne revenez pas sur votre choix démocratique exprimé l'an dernier. Voter, c'est voter. Reprendre. Je le répète, ces chiffres quand même. Et on voit bien que les mesures qui sont proposées, là, à la fois en termes de calendrier et en termes de force, ne sont pas à la hauteur de la disparition de 30% des oiseaux en 15 ans, 70% des insectes volants en 30 ans. Je veux dire, j'ai lu un conte pendant l'été d'un auteur israélien qui s'appelle Amos Oz. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, Soudain dans la forêt profonde. Et comment ça commence, ce Soudain dans la forêt profonde? Ça commence avec une vallée où il n'y a plus de poissons, il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus de vaches. Enfin, il n'y a plus d'animaux. Et donc, on enseigne aux enfants par des cris à l'école, par des dessins qu'on leur fait faire que bon, il fut un temps où existaient des animaux. J'ai pas envie de ça. Et à un moment, les parents sont interrogés. Un enfant demande, mais il y a bien eu les animaux, papa? Et là, le père, il dit, mais attendez, faut pas m'accuser comme ça. Et en fait, il ressent une espèce de honte et de culpabilité. Et bien, c'est cette honte et cette culpabilité qu'on devrait avoir quotidiennement, compte tenu de ce qu'on fait tous les jours aujourd'hui à la place. Sauvages, des primates, ils ne pensent qu'à se battre. Allons, un peu d'indulgence. Leur histoire commence à peine. Voilà, nous sommes venus. Alors faites-nous part de vos souhaits. Au début, tout au début, l'homme n'était qu'esprit. C'est par ennui de l'intemporel qu'il s'est projeté dans les formes qui sont devenues humaines. Vous devez refermer le cycle, redevenir ce que vous étiez. Vos destins sont les vôtres. Les vérités n'ont de sens que durement découvertes et non pas inculquées. Vous devez parcourir votre chemin, progresser, aller vers la tolérance, la compréhension, la fraternité, rive des mers paisibles. Et quand vous aurez atteint ces rives, nous serons là pour vous accueillir parmi nous. Allez maintenant.